Vous êtes-vous déjà demandé comment les scientifiques peuvent connaître la température de la Terre il y a 100 000 ans, voire plusieurs millions d'années? À cette époque, il n'y a évidemment ni satellite, ni thermomètre, ni station météorologique. Pourtant, les climatologues sont capables de reconstituer l'histoire du climat avec une précision étonnante. Leur secret, un tout petit détail caché au cœur des molécules d'eau, les isotopes de l'oxygène. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le delta O18, pourquoi il est si important en paléoclimatologie et comment il permet de reconstituer les climats du passé. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est un isotope. Un atome d'oxygène possède toujours 8 protons dans son noyau et 8 électrons qui gravitent autour. En revanche, le nombre de neutrons peut varier. L'isotope le plus abondant est l'oxygène 16 qui possède 8 neutrons et représente près de 99,8% de l'oxygène présent sur Terre. Il existe également un isotope plus rare, l'oxygène 18, qui possède 10 neutrons. Ces 2 neutrons supplémentaires rendent simplement l'atome un peu plus lourd. Cette différence de masse paraît minime, mais elle va avoir des conséquences fondamentales sur le comportement de l'eau. Une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. La plupart des molécules d'eau contiennent de l'oxygène 16, mais une petite partie contient de l'oxygène 18. Lorsque le soleil chauffe les océans, l'eau s'évapore. Or, les molécules contenant de l'oxygène 16 sont légèrement plus légères. Elles ont donc besoin d'un peu moins d'énergie pour s'évaporer et quittent plus facilement la surface de l'océan. A l'inverse, les molécules contenant de l'oxygène 18 s'évaporent un peu moins facilement. C'est ce que l'on appelle le fractionnement isotopique. Une fois dans l'atmosphère, cette vapeur d'eau est transportée par les vents vers les continents, puis vers les régions polaires. En se refroidissant, elle se condense progressivement pour former des nuages, puis de la pluie ou de la neige. Là encore, les molécules qui contiennent de l'oxygène 18, plus lourdes, se condensent plus facilement. Elles tombent donc en premier sous forme de précipitations. Au fur et à mesure que les nuages poursuivent leur trajet vers les pôles, ils perdent de plus en plus d'oxygène 18. La neige qui finit par tomber en Antarctique ou au Groenland est donc très pauvre en oxygène 18 et très riche en oxygène 16. Les scientifiques mesurent alors ce que l'on appelle le delta O18. Il ne s'agit pas de mesurer directement la quantité d'oxygène 18, mais de comparer le rapport entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16 d'un échantillon à celui d'une eau de référence représentant la composition moyenne des océans. Cette comparaison est exprimée en pour 1000, ce qui permet de mettre facilement en évidence de très faibles différences de composition isotopique. L'intensité de cette différence dépend directement de la température. Lorsque le climat est très froid, le fractionnement isotopique est plus important. Les masses d'air perdent encore davantage de molécules contenant de l'oxygène 18 au cours de leur trajet. La neige polaire est donc très appauvrie en oxygène 18 et son delta O18 peut atteindre environ moins 50 pour 1000. A l'inverse, lorsque le climat est plus chaud, le fractionnement isotopique est moins marqué. Les masses d'air conservent une plus grande quantité d'oxygène 18 jusqu'aux régions polaires. La neige est donc relativement plus riche en oxygène 18 et présente un delta O18 plus élevé, généralement autour de moins 30 pour 1000. Cette relation entre le delta O18 de la neige et la température est précisément ce qui permet aux climatologues d'utiliser les carottes de glace comme de véritables thermomètres du passé. Mais quel est le lien avec la température? C'est justement là que le delta O18 devient un véritable thermomètre naturel. Aujourd'hui, les chercheurs mesurent simultanément le delta O18 de la neige qui tombe au Groenland ou en Antarctique, ainsi que la température de l'air. En comparant ces deux mesures pendant plusieurs années, ils établissent une relation entre la température et le delta O18. Ils savent ainsi que lorsque le climat est plus froid, les précipitations sont plus pauvres en oxygène 18 et le delta O18 diminue. A l'inverse, lorsque le climat est plus chaud, davantage d'oxygène 18 atteint les régions polaires et le delta O18 augmente. Une fois cette relation connue, il suffit de mesurer le delta O18 dans une ancienne couche de glace pour estimer la température qu'il faisait au moment où cette neige est tombée. C'est pour cette raison que les carottes de glace sont si précieuses. Les climatologues réalisent des forages pouvant atteindre plusieurs kilomètres de profondeur dans les calottes glaciaires. Chaque couche de glace correspond à une ancienne chute de neige qui a été progressivement compactée au fil du temps. En analysant le delta O18 couche après couche, ils peuvent donc reconstituer les variations de température sur plusieurs centaines de milliers d'années.
Mieux encore, ces couches de glace emprisonnent de minuscules bulles d'air. Elles permettent donc de connaître la composition de l'atmosphère de l'époque, notamment les concentrations en dioxyde de carbone ou bien en méthane. Mais comment fait-on pour remonter encore plus loin dans le passé, bien avant la formation des calottes glaciaires actuelles? Les scientifiques utilisent alors les sédiments marins. Au fond des océans vivent de minuscules organismes appelés foraminifères. Ils fabriquent une coquille en carbonate de calcium à partir des éléments présents dans l'eau de mer. Les foraminifères sont également d'excellents fossiles stratigraphiques, très abondants, largement répartis dans les océans et évoluant rapidement au cours du temps. Ils permettent donc de dater avec précision les couches de sédiments dans lesquelles ils sont retrouvés. Lorsque ces organismes meurent, leurs coquilles s'accumulent au fond des océans et forment, au fil des millions d'années, d'épaisseurs couches de sédiments. En étudiant le delta O18 de ces coquilles fossiles, les chercheurs obtiennent de précieuses informations sur les climats passés, tout en datant les sédiments, ce qui permet de remonter beaucoup plus loin dans le temps, jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du thermomètre isotopique et l'importance du delta O18 en paléoclimatologie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à me proposer d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!